bienvenue dans la deuxième partie du cours sur les grandes révolutions techniques de l'information. Dans une première partie, nous avions vu, je vous rappelle, tout ce qui avait trait au début de la presse et surtout à la presse imprimée. Dans cette deuxième partie, on va donc travailler sur la question de la radio, de la télévision, et surtout donc voir comment la révolution apportée par l'apparition de la radio, puis de la télévision, a-t-elle modifié en profondeur notre rapport à l'information. Et donc tout d'abord, les débuts de la radio. S'appuyant sur une succession d'inventions, la radio connaît un essor rapide au début du XXe siècle. En 1887, Hertz découvre les ondes et Marconi réussit à émettre le premier message radio en 1895. C'est l'invention de ce qu'on a appelé la TSF, la télégraphie sans fil. Quelques années plus tard, en 1901, ce même Marconi parvient à réaliser la première transmission transatlantique. Première révolution dans le monde des ondes, on parvient finalement en 1908 à transporter pour la première fois la voix humaine par ondes radio en reliant la tour Eiffel, qui était transformée quelques années plus tôt en émetteur radio, à la ville de Villejuif. Dans les années 20, on parvient à émettre vers des récepteurs multiples et non identifiés. C'est le début de la radio moderne. Grâce à l'existence de nombreux postes privés construits par des passionnés, la radio connaît un développement rapide. En 1939, on compte déjà 5,2 millions de postes en France, 8,3 millions au Royaume-Uni et surtout 31 millions aux États-Unis, alors qu'il n'y en avait que 50 000 dans ce pays en 1921. Outre-Atlantique, la radio connaît d'ailleurs un succès fulgurant. Financée largement grâce à la publicité, on compte 650 programmes réguliers dès 1938. Les stations appartiennent à des grands groupes, les networks, comme NBC et CBS, qui permettent leur développement grâce à de solides bases financières. L'influence de ce média est telle que la diffusion par Orson Welles de La Guerre des Mondes, en version radio, en 1938, a entraîné une crise de panique chez ses auditeurs qui pensaient que des extraterrestres avaient bel et bien envahi la Terre. Heureusement, la vérité a été vite dévoilée. Si la radio connaît un essor renouvelé pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre des ondes faisant rage, c'est véritablement l'invention du transistor en 1954, permettant le développement de radios portatives, moins chères, qui en fait un média de masse. Si la radio a connu un essor rapide, cela n'est rien à côté de la télévision à laquelle on va maintenant s'intéresser. Après la radio, donc, vient la télévision. Les deux inventions ont une origine pourtant presque contemporaine. Les tout premiers films remontent en effet à la fin du XIXe siècle, avec la sortie de l'usine Lumière à Lyon en 1895. La télévision se développe avant-guerre dans deux pays principaux, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le Royaume-Uni compte ainsi 20 000 récepteurs à Londres en 1939, là où les Américains n'en comptent encore que 5 000 en 1941. La France, quant à elle, est loin derrière, avec quelques centaines de postes seulement. Les premiers programmes réguliers font leur apparition dans l'entre-deux-guerres, avec quelques événements majeurs qui sont télévisés et connaissent un franc succès. C'est le cas des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et du couronnement du roi d'Angleterre, George VI, en 1937. Mais si le développement de la télévision semblait rapide, l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale met un coup d'arrêt. C'est donc après 1945 que la télévision connaît un essor considérable. En 1953, pour le couronnement de la reine Elisabeth II, les audiences du petit écran dépassent celles de la radio. Au début des années 1960, les États-Unis comptent 35 millions de postes, la Grande-Bretagne 11,8 millions et la France 60 000. Elle dispose pourtant d'un journal télévisé quotidien depuis 10 ans. Plusieurs éléments permettent à la télévision de devenir finalement le média de masse par excellence dans les années 1960. En 1962 est lancé le satellite Telstar qui permet la diffusion de programmes en mondovision, autrement dit la diffusion par satellite d'une émission de télévision dans plusieurs pays en simultané. De plus, le poste de télévision coûte de moins en moins cher à l'achat et l'apparition de la couleur, dès 1967 en France, démocratise ce média. Ainsi, en 1969, quand Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, il le fait devant 600 millions de téléspectateurs. Néanmoins, ces médias vont rester très longtemps sous le contrôle de l'État. Les premières stations de radio sont des sociétés privées, mais cela ne reste pas longtemps le cas. Deux modèles se développent assez rapidement d'ailleurs. Le modèle américain, fondé sur des entreprises privées qui ont une grande liberté qui est même totale jusqu'en 1927, et le modèle européen,
avec des monopoles d'État comme au Royaume-Uni. Avec la BBC qui est fondée par exemple en 1922, d'abord sous le nom de British Broadcasting Company puis finalement la British Broadcasting Corporation, et réunit l'ensemble des stations britanniques. Elle dispose du monopole de la radio et dépend d'un conseil des gouverneurs désigné par le gouvernement. Avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, le contrôle des radios et des programmes devient un enjeu capital. On parle même de guerre des ondes. Goebbels fait activement la propagande nazie grâce à ce média, Mussolini également. Radio Paris, qui a été racheté par l'État en 1933, devient un instrument important de la collaboration avec les nazis, tandis que les services de la BBC permettent à celui qu'on appelle alors le général Micro, de Gaulle, de s'exprimer et de diriger la résistance depuis Radio Londres. Après-guerre, les États gardent la main, avec une liberté accordée aux radios dépendant fortement des traditions de chaque pays. Si la presse dispose d'une liberté importante en Angleterre, en France un monopole d'État est mis en place à son tour en 1945. Les radios sont regroupées dans la RDF, la radiodiffusion française, qui devient en 1949 la RTF, la radiodiffusion télévision française. Le contenu est soumis à la censure étatique, et si les programmes diffusés s'éloignent trop de la ligne gouvernementale, on menace de baisser les subventions publiques. L'épisode de mai 68 témoigne de cette mainmise étatique. Les journalistes de Radio France décident de faire grève et sont presque tous licenciés à la fin du mouvement. Le conflit en lui-même est couvert surtout par les radios périphériques, RTL, RMC, Europe 1, qui permettent aux émeutiers de parler entre eux et font des directs depuis les affrontements. C'est dans ce contexte de défiance de l'État vis-à-vis des radios qu'apparaissent les radios libres, des radios qui échappent à tout contrôle étatique. Développées à l'origine en Italie, elles sont si nombreuses que la Cour constitutionnelle italienne se voit forcée d'autoriser la création de radios locales qui connaissent un grand succès. En 1977, on compte 1500 radios, dont 250 rien qu'à Naples. Au Royaume-Uni, on parle de radios pirates, avec la célèbre radio Caroline qui émet depuis un navire en pleine mer du Nord, entre 1964 et 1979, diffusant du rock et de la pop en continu, aux grandes dames du gouvernement conservateur. Ce phénomène est néanmoins peu présent en France avant la dissolution de l'ORTF en 1982. Ainsi, en 1980, on compte seulement 7 radios en France, les radios d'État, France Inter, France Culture, France Musique, FIP, et les radios périphériques. La télévision reste aussi souvent très contrôlée par l'État. La plupart des hommes politiques pensent en effet que maîtriser la télévision, c'est s'assurer un pouvoir imparable et que rien ne pourra remplacer la force de l'image. Le petit écran est donc vu comme l'outil de communication politique principal. Aux États-Unis, pourtant, la télévision est largement privée, les networks s'étant recentrés très tôt sur ce média au détriment de la radio, CBS, ABC, etc. Comme la radio, elle est financée majoritairement par la publicité, et les politiques ont toute latitude, ou presque, pour diffuser des spots télévisés politiques, pour mieux faire passer leur message dans les foyers américains, comme en témoigne la campagne victorieuse menée par Kennedy en 1960. En Europe, la situation est différente, et la télévision reste longtemps un monopole d'État. Intégrée à la RTF puis à l'ORTF à sa création en 1964, la télévision est vue comme un outil hautement politique en France. Pour garder une mainmise sur la ligne éditoriale des médias d'État, De Gaulle met en place le service de liaison interministériel, le SLI, qui est censé vérifier l'ensemble des communications entre le gouvernement et la télévision. Pour souligner l'enjeu que représente le contrôle de la télévision publique, Pompidou va plus loin, en 1972, quand il dit « Qu'on le veuille ou non, la télévision est considérée comme la voix de la France, et par les Français et par les étrangers. Cela impose une certaine réserve. » C'est ce qui explique une forte mainmise de l'État jusqu'en 1982 en France. En Angleterre, où les médias ont pourtant traditionnellement plus de liberté qu'en France, des chaînes privées comme ITV sont même créées précocement en 1955, la BBC est progressivement muselée également. Impossible en effet de critiquer l'action anglaise en Irlande du Nord pendant toute la période des Troubles, sous les années Thatcher, qui n'hésite d'ailleurs pas à nommer des proches au conseil des gouverneurs de la BBC. Enfin, si la radio et la télévision restent longtemps sous un contrôle étatique important, il faut souligner que ce n'est pas tout à fait le cas de la presse écrite qui dispose de plus de liberté. Le Canard enchaîné ne se prive pas de critiquer allègrement le gouvernement français, et c'est bien la presse, et le Washington Post en particulier, qui fit éclater au grand jour le scandale du Watergate en 1975 qui entraîna la démission de Nixon, le président américain. Évidemment, tout ne va pas rester comme cela.
Ça va changer très vite avec l'arrivée d'Internet, en particulier c'est ce qu'on voit dans la prochaine capsule. A tout de suite!